Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé 2-0 à domicile contre Bologne hier soir à l'occasion de la première journée de la Serie A. But de Zlatan à la 35e de la tête sur centre de Théo Hernandez. Et Zlatan double la mise sur penalty à la 51e. Nous en discutons aujourd'hui à 3 avec Nico et Félix. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Alors Nico, dis-moi, c'était un contrat rempli pour le Milan, qui hormis la fin de match, c'est vrai, avec quelques occasions concédées, puis peut-être un début de match un peu poussif, le Milan qui a été assez tranquille et pas énormément inquiété. Ah, c'est sûr que pour la première de championnat, voir une prestation pour moi aussi convaincante quand même du Milan qui te laisse vraiment sur une bonne note à la fin du match, ça remonte à l'année où Ibra arrive, l'année du titre. On gagne en Lecce 4-0 et ça fait on a eu une prestation solide. Je suis entièrement d'accord avec ton résumé, un début un peu poussif avec une équipe de Bologne qui mine de rien par rapport à l'équipe qu'on a affrontée il y a un mois ou deux on avait complètement marché dessus. Cette équipe était venue en pantoufle à San Siro. Et ben au moins elle a mis de l'agressivité, donc ça prouve que tu vois il y a une autre, alors que c'est la même équipe quasiment qui a été alignée de leur côté. C'est ça qui est rassurant, c'est de voir le Milan sur la continuité de la saison précédente. Après en fin de match, on a pu voir que lorsque Kessié et Kjaer, surtout en défense, sont sortis, ça a mis un peu de fébrilité. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 jours, on avait quand même joué un match en Irlande de tour préliminaire. Donc voilà, c'est normal aussi que ça soit un petit peu plus dur en fin de match, mais l'essentiel a été rempli. Et franchement, on s'est fait un petit peu peur sur les deux dernières occasions qu'il y a eu en fin de match, mais on aurait pu être à 3-4-0 à ce moment-là si les occasions précédentes avaient été concrétisées. Oui, il y a eu pas mal d'occasions côté milanais, j'aurai peut-être l'occasion de les rappeler simplement. Pour parler de Bologne, puisque tu en as parlé un petit peu, il y a une reprise de Soriano à côté à la deuxième minute, tout en début de match. Ensuite, plus rien, jusqu'à la 79e et cette bonne intervention de Donnarumma sur une frappe d'Olsen. 84e, une frappe de Sanson est repoussée par Donnarumma et 87e, un poteau. Je crois que c'est Santander, je ne sais pas si c'est le bon joueur, j'ai peut-être mal noté. C'est ça, c'est Santander, d'accord. Feli, tu valides le verdict? As-tu quelque chose de particulier à ajouter sur cette prestation milanaise? Bah, écoutez, moi j'ai cru à partir de la première minute qu'on était reparti pour un début de saison comme les derniers, c'est-à-dire catastrophique. Après l'occasion de Soriano dès la première minute, je me suis dit ok, bon, c'est un peu enflammé pour rien et ça va repartir comme chaque année, c'est-à-dire un début de saison catastrophique. Finalement, il y a eu juste cette occasion de Soriano et puis ensuite on a complètement pris le match à notre avantage et on n'a pas été inquiété effectivement jusqu'à la fin. Donc ça change des débuts de saison difficiles où on avait vraiment du mal à passer le cap du premier match. J'ai l'impression que chaque premier match de chaque saison, quelque part, si je puis dire, on se chie dessus à chaque fois. J'ai l'impression. À chaque début de saison, le premier match, on n'est pas serein. Et là, hormis le début et l'action de Soriano, on a été de bout en bout, enfin de bout en bout. Sur la fin, non, mais on a globalement livré une prestation très solide. Ouais, alors à noter quand même que le but de Zlatan, le premier, nous a pas mal libéré dans les têtes parce que je trouvais que la première demi-heure et notamment les 20 premières minutes étaient un peu poussives. Mais c'est vraiment pour trouver quelque chose à redire parce que c'est vrai que sinon on est d'accord, c'est dans la lignée de ce qu'on a connu en juin-juillet. Et c'est vrai aussi parce qu'on nous a reproché dans l'émission spéciale d'ailleurs qui a été très regardée, très écoutée, pardon, puisqu'on a fait je crois plus de 1800. Enfin, je regarde le score, mais je sais pas si c'est pas notre record. On nous disait qu'on était un petit peu pessimiste, etc. Mais c'est l'expérience qui parle. On a un peu de recul. Ça fait 11 ans qu'on fait cette émission et 11 ans qu'on voit eh bien, un Milan décevant. Donc forcément, on est prudent, bien sûr. Après, il est évident que si le Milan jouait au même niveau cette année, toute la saison, là, que les 6 dernières semaines de la saison écoulée, on pourrait même viser le titre. On est d'accord, parce que je crois que le Milan était la meilleure équipe, si je me trompe pas, post-confinement, avec peut-être l'Atalanta. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi espérer. Maintenant, on reste prudent. On a une belle rencontre là contre Bologne, une belle prestation. C'est vrai en plus que les matchs qui arrivent là sont pas très compliqués. A priori, on pourrait bien les négocier parce que c'est Crotone et Benevento si je ne m'abuse. Donc il y a de quoi engranger C'est quelques clair. points, prendre confiance et peut-être viser plus haut que ce qu'on imaginait dans l'émission là il y a quelques jours quand on l'a publié. Nico. Oui, comme tu dis, on a dit qu'on était un petit peu pessimiste. Moi, c'est pas le terme pessimiste, c'est plus prudent. Euh, on n'a pas envie de s'enflammer car on a eu par le passé, on s'est enflammé et la redescente a été terrible. Mais là, cette année, ce que j'ai ressenti, tu vois, sur le premier match, même si comme tu dis, au début, ça a été un peu poussif, et tout de suite, tout le monde a eu peur que, on se dise, ah, ça y est, c'est terminé. Bon, après, il faut pas oublier que c'est le premier match non plus, et que Bologne a été très agressif, a fait une première mi-temps, même eux, en deuxième mi-temps, ils ont eu un peu plus de difficultés, mais ils ont été très agressifs au niveau du pressing. Mais cette équipe dégage du caractère, et on sent qu'ils jouent tous les uns pour les autres.
Avant, Ou on pour avait Zlatan. Tete. Oui, mais peut-être pour Zlatan, mais quoi qu'il arrive, tu as Benacer, Hernandez, Rebic, Kjaer et Ibra. C'est des gars déjà qui n'ont pas une tendance à tendre l'autre joue. S'ils prennent des coups, à un moment, Castillero ou Ibra en a pris une, tout de suite, ils sont allés sur le joueur Dix de Bologne qui finira pas le match pour aller lui mettre deux petits tampons pour montrer que Ouais. le Milan est là, qu'il y avait du répondant et cette équipe dégage quelque chose. C'est vrai que j'ai pas envie de m'enflammer après un match comme ça, mais déjà se dire que Milan, mine de rien, risque de jouer toute l'année encore 2020 en Italie sans supporters, ça risque donc de continuer apparemment sur ce type de match donc sans supporters qui nous réussit plutôt bien avec moins de pression au stade. Tu as l'impression qu'il y a peut-être je sais pas, un alignement des planètes tout le temps restant quand même prudent. Je dis que peut-être cette année, ça va peut-être être la bonne pour que Milan retrouve, je dis pas le titre, hein, loin de là, hein, mais juste déjà puisse jouer pour cette quatrième place réellement et ses armes. Je sais pas si on est épargné par les blessés. Je trouve qu'il y a eu de très bonnes satisfactions. Le petit Brahim Diaz qui est rentré, on voit que c'est un joueur qui a du ballon. Bon, après, il faut qu'il apprenne à lâcher le ballon, mais c'est un mec sur qui le Real mise énormément. Et apparemment, on n'a pas envie spécialement de le laisser au Milan AC. Donc, faudra voir. Mais il y a même des joueurs, on va en parler après dans les tops, qui ont été surprenants pour cette Ah oui, première journée, hein. je pense savoir de qui tu parles. Feli veut réagir. Non, c'est juste aussi de rappeler qu'on a aussi beaucoup raté pendant ce match, hein. On n'a pas été Ah réaliste. ouais. Il y a eu, on aurait pu facilement mener 3-4-0 aisément, hein. Zlatan rate deux belles occasions. Une quand Salemaker récupère la balle et lui fait la passe et il tire sur le gardien. Et une autre, évidemment, la contre-attaque. D'ailleurs, Salemaker, c'est aussi à l'origine de cette contre-attaque en faisant la tornade pour Çalhanoğlu, qui la rend à Zlatan et qui dribble le gardien mais qui n'arrive pas à tirer du pied gauche. À la Donc là, 63e minute, oui, c'est ouais. ça. Voilà, donc on a raté quand même quelques occasions. Même Benacer, je crois, bon, le ballon arrive sur lui, mais il rate là, quasiment le but vide en première mi-temps. Donc on a beaucoup raté. Donc c'est vrai que la prestation est solide dans l'ensemble, hein. Faut pas oublier non plus tout ce qu'on a produit, hein. Oui, non, mais on est d'accord. Il est évident que c'est une prestation rassurante et que, a priori, on a de quoi voir venir quoi pour la suite. On peut être optimiste, c'est vrai, d'accord. Mais d'un côté, c'est vrai qu'on est en train de se dire aussi que les adversaires sont pas terribles. Mais y a-t-il beaucoup de vrais bons adversaires en Serie A? Est-ce une Serie A d'un haut niveau? Moi, j'ai tendance à penser, comme beaucoup de Français, que la Ligue 1 à l'heure actuelle est supérieure à la Serie A. En tout cas, c'est ce que les résultats sur les compétitions européennes ont tendance à démontrer. Mais bon, attendons, hein, voyons un peu ce qui va se passer. Mais comment dire, la prudence, me semble-t-il, est de rigueur normalement en début de saison quand on sait ce que le Milan nous a fait par le passé. Je suis désolé, on va pas s'enflammer pour 6 semaines, juin-juillet, c'était très bien. On attend de voir si ça va se reproduire. On passe au top, Nico. Alors au top, en numéro 3, j'ai longtemps à mettre Théo Hernandez avec sa passe décisive, mais au final, je me suis décidé à mettre Kjaer, qui je trouve a fait une prestation où il a rassuré, il a vraiment épaulé Gabia, parce que dès qu'il est sorti, ça a été tout de suite, bon, on a vu, on a commencé à subir. Duarte faisait extrêmement peur balle au pied. Tu arrives à comprendre que pourquoi c'est essentiel quand même au Milan AC la recherche d'un défenseur central, même si les noms qui circulent font un petit peu peur. Il y a rien de bien reluisant, je trouve. Mais voilà, il y a un moment sur un corner, on a pu voir, il a levé le maillot, ça m'a surpris. On aurait dit qu'il avait une ceinture abdominale, comme s'il avait mal au dos. Enfin, c'est quand même pas très rassurant pour jouer toute une saison. En tout cas, ça prouve qu'on en a pour l'instant énormément besoin si on le met titulaire, parce que je sais qu'il est sorti aussi pour éviter les petits pépins physiques et qu'il soit là jeudi. Mais j'ai trouvé que le Danois, dans la lignée, pareil, des matchs qu'il avait fait après le Covid. Donc, en espérant que ça continue pour nous. En numéro 2, alors là, c'est la surprise du chef, c'est Calabria. Ah ouais, quel match. Ça fait longtemps que je lui ai. Dernier match que j'ai eu de Calabria comme ça, il avait peut-être même été encore meilleur, c'était le match à Rome, où Oui. lui et Coutolone, on gagne 2-0 sur le terrain de la Roma, où les deux font un match incroyable. Mais Calabria a fait une prestation tant offensivement que défensivement. Je l'ai rarement vu aussi propre déjà sur les actions offensives, avec des bons centres. Il a énormément bien combiné avec, je ne sais pas si on dit Makers ou Makers en belge, On demandera à Erco. mais ils ont énormément bien combiné les deux. Je trouve même qu'ils ont marqué énormément de points, en sachant que il y a des ballottages Calabria-Conti et Makers Castillero pour le moment. Moi, pour le prochain match, en tout cas, je me poserai pas la question. Je remettrai le Belge avec le jeune, avec Calabria. Et même défensivement, toutes ses interventions ont été très bonnes. Il a récupéré énormément de ballons. Enfin, c'est un autre gars que celui-là qu'on a vu. Même si l'année dernière, il était
mieux à préparer la période Covid, mais là, ça fait longtemps que j'avais pas vu faire un match de ce niveau pour le mettre dans mon top 3 en tout cas. Et en numéro un, c'est le cyborg qu'on a devant, quoi. Il a été incroyable hier. Franchement, le gars, il te prend encore quelques joueurs de vitesse, même s'il a plus la vitesse qu'il avait avant. Après, c'était pas un joueur en plus très très rapide. Mais techniquement, il a pas raté grand chose. Vraiment, il a failli mettre un super but quand il élimine le japonais en première mi-temps. Il tire juste à côté du poteau, juste après le 1-0. La détente pour le 1-0, super. Le deuxième but, c'est quand même lui qui se dépêche d'aller tirer le corner, même si derrière il rate ton corner, mais ce qui amène le penalty. Et le penalty extrêmement bien tiré, il aurait pu mettre un but en plus. Après, voilà, faudra quand même l'économiser. Je pense pas non plus que c'est des joueurs comme Ronaldo qui ont une hygiène de vie et qui respirent et qui vivent du foot. Mais il va falloir quand même l'économiser parce qu'il pourra pas non plus nous faire une saison en jouant tout le temps 90 minutes. Mais franchement, hier, quel match, tant sur le terrain techniquement que dans le caractère. On a pu voir qu'au bout de la 70e, il courait plus trop, mais le gars, il a toujours les bons appels, il joue juste. Et enfin, un match comme ça, il n'y a rien à dire, quoi. Il ferme des bouches, hein, ça c'est une garantie. À Et la- commencer par les nôtres, parce qu'on était sceptiques. Quand Ah, il oui, était arrivé l'année dernière, honnêtement, on n'était pas pour spécialement. Il y avait la question de l'âge, le fait qu'aucun club ne le voulait, puis il fallait voir d'où il venait. Donc, non, non, il faut reconnaître il nous a fait taire. ah oui, voilà. Moi, j'ai rien d'autre à dire et j'espère qu'il continuera, en sachant que contre jeudi dernier en Irlande, même si toute l'équipe fait un match plutôt moyen, après c'était un match quand même assez compliqué, c'était le premier match officiel contre une équipe qui avait déjà, elle était en plein championnat, c'est quand même lui qui nous débloque pareil la rencontre en mettant le premier but. Totalement. Feli. Alors moi en troisième position, du coup, moi j'ai mis j'ai mis Hernandez, pardon. Hernandez qui, sur la ligne de la saison dernière, continue de monter en puissance. On l'a surtout vu marquer en 2019, mais là il s'improvise de plus en plus passeur et je trouve qu'il fait des centres, mais de mieux en mieux. Et là, le caviar qu'il fait là, il est parfait. Même défensivement, il monte aussi en puissance. On l'a vu faire quelques bonnes interventions, notamment une en première mi-temps où il sauve le ballon. Il retire le ballon de la tête de Orsolini, je crois. S'il n'est pas là, bah, il y a but. Et quelle Et, frappe à la euh, 76e. et quelle frappe, oui, et quelle frappe, oui, oui, complètement, complètement. Donc le Français monte en puissance, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir de voir un joueur comme ça qui s'installe et qui ne perd pas son niveau. C'est-à-dire que je trouve qu'il garde une espèce de régularité depuis quelques temps qui, de match en match, on sait qu'on peut compter sur lui. C'est un joueur sur lequel, des 11, on sait qu'on peut compter sur lui. En deuxième position, j'ai mis l'éternel, l'immortel Zlatan, puisque, comme l'a dit Nico, c'est un joueur quasiment au niveau européen. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui sont à son niveau, alors qu'il a quand même 39 ans, qui revient des États-Unis, qu'il a fait un ligament croisé là récemment, il y a 3-4 ans. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait là, notamment en première mi-temps, avant le but sur Tomiyasu, petit dribble, il a failli marquer un but exceptionnel. Enfin bon, il a quand même raté, on est d'accord. Il a pu, comme il a dit, hein, et, s'il avait 20 ans, il aurait pu marquer encore 2 buts, ce qui est pas totalement faux. Mais même à 40 ans, il reste presque un top joueur. Hein. C'est vraiment notre top joueur au niveau du caractère, au niveau du sportif. Enfin, il apporte tout. Et comme on le disait, c'est vrai que moi, je m'attendais pas non plus à ce qu'il soit à ce niveau-là sportivement. Je savais que mentalement, il allait apporter à l'équipe, mais sportivement, enfin, je sais pas ce qu'on pourrait lui demander de faire plus, hein, honnêtement. Et enfin, premier, j'ai mis Calabria pour le récompenser de sa bonne prestation. On critiquait beaucoup Calabria, c'est clair. Moi, je le voyais pas du tout titulaire cette saison. Je pensais qu'il allait partir, qu'il allait faire quelque chose. Et là, ça fait, enfin, même s'il a commencé à monter en puissance à la fin de la saison dernière, là, ça fait quelques bons matchs amicaux qu'il a fait. Et là, il confirme ça avec un superbe match face à Bologne. Vraiment, il était partout au four et au moulin, devant, derrière, un gros coffre. Hein. Je pense qu'il monte aussi en puissance sur ça. Et je trouve que c'est un joueur. Une de ses qualités principales, c'est vraiment d'être très agressif. Dès que l'adversaire commence à avoir le ballon, il monte très très vite sur lui. Et c'est vraiment une de ses grosses qualités. C'est vraiment de presser très très vite. Et je pense que justement, il est très compatible au système de Pioli, c'est-à-dire que par rapport au pressing, je trouve que c'est vraiment un bon joueur et donc il est récompensé par ça. À voir s'il restera notre titulaire, vu que a priori il n'y aura pas de recrue à ce poste. Donc je pense que ce serait parti pour que ce soit lui. S'il continue à faire des matchs comme ça, c'est avec grand plaisir. Hein, mais on connaît Calabria, on sait qu'un de ses vices, c'est évidemment son irrégularité. On espère qu'il s'installera à ce poste sur le long terme. Oui, puis il faudra voir défensivement face à de meilleurs adversaires aussi, parce que Effectivement. on a quelques souvenirs récents qui peuvent nous Hmm. inciter là encore à la prudence. Bon, on passe au flop, Nico.
Pour les flops, moi, alors bon, c'est pas un flop, mais j'étais un petit peu déçu de la deuxième mi-temps de Rebic qui a fait une première mi-temps de très bon niveau. Bon, lui, c'était son premier match officiel vu qu'il est suspendu pour l'instant en Europa League. Mais la première mi-temps était de très bon niveau. La deuxième, vraiment, c'était assez moyennasse. Bon, après, peut-être qu'il a pêché aussi un peu physiquement, ce qui fait que techniquement, il était un peu moins présent. Mais je trouve que voilà, il y avait trop de différence entre sa première mi-temps de bonne facture et la deuxième. Après, je me fais pas de soucis pour le Croate pour être d'attaque ce week-end contre Croton. Et après, j'en ai vraiment un de flop. Alors lui, flop sur les 45 minutes qu'il a fait, c'est Castillero. On a vu la différence avec le Belge qui tout de suite, au bout de 1 minute 30, a fait beaucoup plus que l'Espagnol. Si réellement il y a une offre correcte qui tombe au mercato, il faut qu'il parte. Je ne vois pas ce que ce joueur réellement apporte à cette équipe. À l'époque, je me suis toujours demandé pourquoi, quand Souzo était un peu moins bien, pourquoi il jouait pas. Mais en fait, même Souzo moins bien, il pouvait faire quelque chose, Souzo. On savait que voilà, il pouvait avoir un éclair. Une fois tous les 3 mois, mais d'accord. Ouais. Le problème de ce joueur-là, c'est que je trouve à Castillero, c'est vrai qu'il court, il se dépense, il revient énormément, mais des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il court. Il court dans le vide, en fait. Il court dans le vide et la première mi-temps, on le voyait, il était complètement à côté de ses pompes. Alors oui, c'est vrai que c'est le début de saison, mais des matchs comme il a fait, cette première mi-temps qu'il a fait, de la part de Castillero, depuis qu'il est là, ben, j'en ai vu beaucoup des mi-temps comme il a fait, donc c'est pour ça que je suis content que le Belge ait pris des points, même si je suis pas pour l'instant un grand fan du Belge. Mais hier, il y a eu un monde entre l'entrée du Belge et la mi-temps de Castillero. Apparemment, il est sorti parce qu'il avait un jaune et qu'il avait quelques petits pépins physiques. Alors je te poserai une question pour le mot de la fin plutôt, parce que je vais donner la parole à Feli tout de suite pour son flop, mais on va te demander Nico si d'après toi Chiesa c'est du sérieux. Voilà, je te laisse réfléchir et tu nous répondras tout à l'heure. Feli. Alors moi, je mets deux petits flops à Rebic, pareil, qui à ce deuxième mi-temps était un peu moins fort, même s'il est toujours très remuant et c'est toujours un poison pour les défenses adverses. Puis Çalhanoğlu qui moins flamboyant, juste mais moins flamboyant qu'on a pu le voir. Donc il n'a pas fait des grandes transversales, mais je trouve qu'il a été dans le bon tempo. Mais quand même, je le mets dans mes petits flops et évidemment Castillejo en numéro un parce que moi je suis partisan de ceux qui pensent que Castillejo est un meilleur joueur individuellement que le Belge. Mais là, ce qu'il nous a fait En hier, c'était pupille. vraiment. En moins de 11, C'était c'est un- parce qu'il a un physique Oui. vraiment, c'est pas possible à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Non, mais ce qu'il nous a fait hier, c'est infâme, c'est infâme. Là, c'est pas regardable ce qu'il a fait hier. C'était vraiment le point noir de l'équipe. Il a raté tout ce qu'il a entrepris. Je sais pas s'il a fait une bonne action du match. Heureusement qu'il sort à la mi-temps. Heureusement que Salemaker se rentre bien mieux que l'Espagnol. Donc vraiment, Castillejo, et comme l'a dit Nico, moi, si on reçoit une offre, je pense qu'il doit prendre ses valises, hein. Très bien. On passe au mot de la fin, Nico. Bah, le tien d'abord, et puis si tu peux répondre sur Chiesa, c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et puis j'ai vu qu'il avait fait une passe décisive, tiens, ce week-end, pour Castrovilli d'ailleurs, qui était un super joueur également, qui a pris le numéro 10 à la Fiorentina. Donc qu'en penses-tu? Et puis si tu as autre chose à dire, bien sûr, c'est à toi. Ben, concernant, je commence tout de suite par Chiesa. Chiesa, apparemment, donc, il lui reste un an de contrat. Le Commisso en demande 70 millions. Ah bon? Ah oui, une somme folle. Donc c'est pour ça que pour l'instant, apparemment, il y a des discussions. Le joueur veut partir de la Fiorentina, mais veut rester en Italie. Mhm. Réellement, il y aurait deux clubs intéressés d'après les informations donc en Italie, hein, des journaux italiens, c'est la Juve et le Milan. Milan, avec Maldini, aurait pris des contacts. Maintenant, ils ont essayé d'inclure Paqueta. Comiso veut de l'argent, veut du cash, ne veut pas de joueurs. Maintenant, le temps joue aussi en faveur des clubs intéressés par Chiesa, car la Fiorentina ne laissera pas partir à un an de son contrat gratuitement. Donc, ils vont devoir à un moment se mettre autour d'une table, baisser le prix. Alors, peut-être que 70 millions, pour l'instant, c'est pour les supporters de la Fiorentina, ça sera largement en dessous. Moi je croyais que c'était 45 ou 50, moi j'avais pas compris 70. Tu Peut-être m'étonnes avec ce prix-là. que, ou peut-être que ça a baissé, hein. Je Ouais, sais ouais. qu'après, il y a Milinkovic, le Milan a parlé avec Milinkovic aussi. La commission demande 40 ou 50 millions aussi pour le joueur. Mais oui, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il arrive, si Chiesa y vient, il faut que Makers vient d'être acheté. Donc ça veut dire qu'il y en a un qu'il faut qu'il parte. Milan, pour l'instant, doit aussi dégraisser. Milan a quand même du mal à dégraisser. Duarte est toujours là. Pobega va partir à la Spezia en prêt. Krunic va rester finalement parce qu'il n'y a pas réellement d'offre officielle qui est venue. Milan, pour l'instant, a des difficultés à vendre Paqueta. Lyon doit encore vendre pour acheter Paqueta. Est-ce que Juninho est intéressé? Est-ce qu'il va partir? C'est une chose. Mais bon, je sais pas, j'ai du mal. Je pense que le mercato du Milan, et après Milan attend aussi.
de passer les 2 tours d'Europa League pour voir s'il y a besoin de recruter pour le turnover. Bien sûr. Si demain, si jeudi, catastrophe, on sort face aux Norvégiens, je pense que le mercato du Milan, il va s'arrêter aussi vite qu'il a commencé. Donc là. En Et effet. bon, à voir. Ensuite, pour le mot de la fin, 2 petites choses. Très vite. Donc le premier, ça fait enfin plaisir que pas la loi, mais ils vont changer la règle concernant les mains dans la surface. On arrête de siffler la moindre petite main qui est collée au corps. Plus de penalty, parce que hier, sinon, il y en aurait eu 3 dans le match. Et c'est quand même plus sympa de regarder un match comme ça avec des penalties en bois et tout le temps la VAR, la VAR, la VAR, la VAR. Et ensuite, en deux, c'est comme tu dis, on a un enchaînement de matchs. Donc là, on a Croton, on a jeudi un tour préliminaire en match sec. On a à la maison, on accueille les champions de Norvège, donc ça devrait passer sans problème. Derrière, on a Croton. On aura après encore un match sec, donc soit si on passe notre tour contre Besiktas ou Rio Ave, en sachant que Besiktas, je crois, a 10 joueurs qui ont le Covid. Donc si on arrive à affronter Besiktas, on aura une équipe quand même, l'équipe B de Besiktas. Et après, on accueillera la Spezia. On a quand même donc 2 promus, 2 matchs quand même sur le papier d'Europa League où on n'a pas le droit à l'erreur. Ça doit être, en comptant les 2 victoires-là, ça doit être 6 matchs, 6 victoires avant la trêve hivernale et le derby contre l'Inter pour arriver dans les meilleures positions. Si on veut espérer la 4e place, de toute façon, on n'a plus le droit de se rater sur des matchs comme contre Crotone et la Spezia, qui en général, c'est le genre de truc où Milan a toujours offert les points aux promus. On Et va voir si rappelle-toi Benevento, il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. le gardien à la 94e. Ouais, Maintenant, c'est un joueur comme Ibra, sur ce genre de choses, ouais. va permettre aussi de battre toutes ces petites équipes, des fois, qui des fois ont été difficiles. Mais je sais pas, hier, en les voyant, j'évite de m'emballer, mais cette équipe, ça fait longtemps qu'elle n'a pas dégagé un truc. Et je me dis que pour l'instant, jusqu'à la fin 2020, comme je disais, il n'y aura pas de supporters, donc pas de pression, même si au cas il y a un petit résultat ou 2 négatifs qui vont venir. Et quand je vois les autres équipes, alors bien sûr c'est le début de la saison, on enlève le duo Juve et Inter, le Napoli a l'air d'avoir quand même une belle équipe sur le papier, mais quand je vois la Lazio, j'ai pas l'impression qu'elle s'est énormément renforcée, alors sachant qu'elle va jouer donc la Ligue des Champions, donc ça va être autre chose que l'Europa League qu'elle a envoyé bouler tous les ans. Si elle passait les poules, ben tant mieux. Et l'Atalanta, on va voir, parce que ça reste quand même une inconnue, en sachant. Et la Roma, on n'en parle même pas, qui a déjà des problèmes avec un match perdu par forfait ce week-end, vu qu'ils ont mis un joueur qu'ils n'avaient pas le droit, ils ont perdu contre le Hellas Vérone, finalement, 3-0. Donc, mine de rien, par rapport à nos concurrents directs, je me dis que peut-être cette année, de toute façon, ça va bien arriver une fois quand même, l'alignement des planètes pour nous, quoi. On va enfin réussir à aller choper cette 4e place. Après, ça passera aussi quand même par une bonne saison de nos joueurs. Feli. Alors moi, je voulais d'abord faire un pont aussi sur le mercato et corriger une petite chose que tu as dit, Nico, c'est que le contrat de Chiesa finit en fait en 2022, donc c'est dans 2 ans. Mais il est quand même sur le marché des transferts, puisque si la Fiorentina ne le vend pas maintenant, elle va devoir le vendre au rabais l'année prochaine, puisque le joueur ne va pas prolonger et veut partir. Donc on est quand même dans une position de force pour Chiesa. Maintenant, le Comiso, le président de la Fiorentina, n'arrête pas d'en parler. Donc dans tous les médias, il dit qu'il veut le satisfaire, il veut satisfaire le joueur, mais contre la bonne somme. Donc je pense qu'on va tenter quelque chose, ça c'est certain. Je pense que le prix sera plutôt autour de 40 millions et loin des 70 millions évoqués, qui ont été évoqués par Comiso, mais c'est évidemment pour monter les enchères. Mais si c'est 40, on est d'accord que ça reste quand même pour Chiesa raisonnable. On peut penser que Chiesa vaut 40 millions. Ça l'est, mais quand tu regardes le mercato actuel, il y a très peu d'argent qui circule. Je ne sais pas si on va être capable de poser 40 millions cash. On verra si ce ne sera pas plutôt une formule comme on l'a fait pour Tonali, etc. De toute façon, tout ça dépend d'abord de la vente de Paqueta qui n'est pas non plus sur le point de se conclure, puisque Lyon n'a pas non plus vendu Aouar ni Reine Adélaïde, qui sont les 2 joueurs qui doivent partir pour une venue de Paqueta. Donc là, le mercato est pas mal bloqué. J'espère que tout ça va se goupiller la semaine prochaine. Et la clôture, c'est Mais quand c'est donc 1er octobre, je crois, D'accord. quelque chose comme ça. Donc Après, il reste. Oui. je peux rajouter un truc. Il y a des rumeurs en France qui circulent que ça parlerait aussi d'un échange, et dans ce cas-là, ça exclurait la venue de Chiesa, un échange Paqueta-Memphis Depay. Hmm. Oui, alors ça non Et plus, excusez-moi, ça a été parlé par Di Marzio qui en a parlé, mais ça a été très peu confirmé. D'ailleurs, même un autre journaliste du Milan, donc Daniele Longo, qui est pas mal sur cette son, a dit que il y avait rien du tout
et que le joueur devait signer au Barcelone quand le deal de Suarez à l'Atlético devait se faire. Donc il y a un jeu de chaise musicale qui doit se goupiller et pour l'instant tout est bloqué. Donc on verra comment ça va se passer pour Paqueta, Depay. J'y crois vraiment pas beaucoup à Depay. Hein. Parce que déjà le joueur a un gros salaire, le joueur a de grosses prétentions. Quitter Lyon pour venir jouer dans un Milan AC qui ne joue pas la Ligue des Champions, je ne crois pas que ça l'intéresse. Donc il y a plein de choses qui me font pas beaucoup croire en cette rumeur Depay. Mais ensuite, pour les autres rumeurs, c'est surtout le poste de défenseur central qui intéresse le club. Donc là, on parle beaucoup de Milenkovic de la Fiorentina. Et là, pour le coup, Comiso fait vraiment bloc. C'est-à-dire que contrairement à Chiesa, Comiso semble vraiment fermé à l'esprit. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être parce que le joueur n'est pas tellement contre rester. Donc, on verra. Mais pour l'instant, le défenseur central, ça reste lui la priorité, apparemment. D'ailleurs, Maldini a dit hier justement que les vrais noms ne sont pas encore sortis, que Milinkovic faisait partie des cibles, mais qu'il n'y avait pas que lui. On parle aussi qu'on a une chance pour Bastoni, c'est ça? Non. Faut pas non plus abuser. Non, puis surtout, non, mais je pense qu'on aura un nom surprise. Moi, j'espère voir Fofana du Saint-Etienne ou peut-être Simakan de Strasbourg, qui sont deux jeunes Français très talentueux et qui sont, même si Fofana a une grosse cote, mais on verra. Ensuite, pour le reste, ça reste assez calme en attendant. On ne voit pas beaucoup de noms circuler pour le back droit, comme je disais tout à l'heure. Donc, a priori, Calabria devrait rester titulaire. Pareil devant. On entend aussi de temps en temps le nom de Milenko, latéral gauche du Dynamo Kiev. Donc, peut-être pour faire le backup de Théo Hernandez. Mais ça non plus, j'y crois pas trop parce qu'il coûte assez cher pour un backup. Et ensuite, il reste toujours la question du milieu de terrain que Maldini veut faire venir. Donc, Bakayoko reste toujours la priorité, mais pour l'instant, c'est en stand-by. Vu que les négociations avec Chelsea n'arrivent pas à se débloquer, et en fait on attend surtout, pour le 4e milieu, on attend surtout en fait les qualifications en Ligue Europa. Oui, puis surtout on joue à deux milieux de terrain titulaire, donc Krunic est là, il y a du monde, Tonali est sur le banc pour l'instant, c'est vrai qu'on a quand même du monde au milieu pour 2 places quoi. Oui, pas faux, mais c'est vrai que d'après les médias, si on se fonde sur ce que disent les médias, ça reste quand même une des priorités. La seconde priorité d'ailleurs, après le défenseur central, c'est même pas sûr en réalité qu'on a un ailier droit, hein, parce qu'en dehors de Chiesa, qui n'a pas non plus, qui est pas non plus le plus probable, il n'y a pas beaucoup de noms qui circulent et donc c'est même pas sûr qu'on recrute un ailier droit, ce qui serait catastrophique. On est d'accord, on l'a vu hier. Hein. Excuse-moi, mais si Chiesa vient, je bouderais pas mon plaisir. Hein. Même si je sais qu'il y a des réserves le concernant, que c'est pas un joueur phénoménal, il a que 23 ans, je l'ai déjà dit, et puis surtout, qualitativement, on verrait quand même la différence. Physiquement, c'est pas Castillero Chiesa, hein, excusez-moi. En termes d'accélération, en termes de puissance et pour bouger les défenseurs, là, ça va nous changer. On est clairement d'accord là-dessus. C'est juste que moi, je ne sais pas si même Chiesa, je suis pas sûr qu'on va le recruter. Je dis même, mais n'importe quel allié droit, parce qu'il y a très peu de noms qui circulent. Chiesa, je serais le premier avis, hein, parce qu'il est clairement supérieur à ce qu'on a. Et il peut progresser. Il peut progresser. Sa carrière n'est pas terminée. On a l'impression que Chiesa c'est terminé pour le football. Quand on entend les gens, Chiesa c'est terminé, plus de marge de progression. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. Si ça se trouve, Chiesa va devenir un joueur exceptionnel d'ici 2-3 ans. Pour 30-40 millions, je le prends volontiers. Il a fait une super passe décisive. En plus, j'ai regardé le match de la Fiorentina là, qui est contre. Je me souviens plus contre qui. Contre Torino, voilà. Mais j'ai vu Castrovilli, que j'adore, et lui j'aurais aimé le recruter, tiens aussi. Ça m'aurait bien plu. Contre Torino, oui. Donc il fait une super passe décisive sur une accélération sur la droite et il fait un centre fort. Et oui, je serais le premier avis pour qu'il y ait ça, mais pour l'instant, je reste prudent parce que vraiment, je m'attends à rien et j'ai vraiment peur qu'on fasse une saison avec Saelemaekers et Castillero. Voilà, c'est vraiment ma crainte principale aujourd'hui, c'est de faire ça. Le mercato en fait va déterminer notre saison, hein, parce que si on reste avec Castillero et Saelemaekers, je pense qu'on peut difficilement viser le top 4. Hein. Alors, on verra, on va encore nous reprocher d'être pessimiste. Oui. Bah écoute, si on joue comme en juin, pourquoi pas, on verra. Oui, bon, on va voir ça. Mais juste pour faire un point justement aussi sur les adversaires, pour ce top 4, pour l'instant effectivement il y a 2 clubs qui paraissent inatteignables, donc c'est la Juve, et encore la Juve risque beaucoup cette année puisqu'il y a beaucoup de changements, et l'Inter qui aussi, bon, je pense que l'Inter sera solide, mais après aucun club n'est assuré d'avoir la 3e et la 4e place. L'Atalanta, c'est très solide et à chaque fois on la sous-estime et chaque fois elle confirme. Donc je les sous-estimerai pas cette saison. Je pense qu'ils ont de quoi faire, même si Ilicic on ne sait pas quand il reviendra, mais ils ont fait un très bon mercato avec Miranchuk, avec 2-3 joueurs sympas. Donc je pense que ce sera des vrais concurrents pour 4e place. La Lazio, en fait, le truc de la Lazio, c'est qu'elle dépend beaucoup de joueurs.
qui peuvent être irréguliers. La Lazio dépend beaucoup de Immobilier déjà, qui est vraiment le joueur de la Lazio. Et si Immobilier ne fait pas une bonne saison, la Lazio ne va nulle part. Des joueurs comme Luis Alberto et Milinkovic-Savic, qui sont de très bons joueurs, mais qui sont des joueurs qui peuvent s'éteindre de temps en temps par période. Ouais, Voilà. il y a Ils ont des constant. périodes où ouais, c'est des joueurs qui marchent par période. Alors que Immobilier est vraiment le phare de cette équipe-là, alors qu'on n'en parle pas beaucoup par rapport à d'autres. Mais Immobilier, parce qu'on voit ses prestations à la nationale qui sont moins bonnes, mais Immobilier est vraiment le top player de la Lazio. Donc on verra s'il réitère ces dernières saisons. Ensuite, on a Naples qui est une bonne équipe, mais qui, pareil, a des joueurs qui marchent aussi par cours alternatif. On va voir si la sauce prend avec Gattuso cette saison. Elle n'a pas du tout pris la moitié de saison dernière, elle n'a pas pris tant que ça. Donc, pas sûr que ce soit les plus à craindre. Et pareil, la Roma qui, a priori, même s'il va garder Dzeko, n'est pas le club le plus stable. Avec peut-être Fonseca qui va se faire virer prochainement, même s'il risque de recruter un gros entraîneur. Enfin, on verra comment ça se passer, mais je pense qu'on a. Pardon? On parle de Rangnick à la Roma. On parle de Rangnick, on parle d'Allegri, on parle de Sarri. Donc on verra, même si voilà, on verra. On a nos chances. C'est pas rien n'est sûr. Hein. Je pense que le mercato va déterminer notre position à la fin de la saison. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a nos chances sans non plus commencer à penser au titre ou quoi. Bien sûr que non, on n'est pas du tout à là. Si on finit quatrième, ce serait déjà très très bien et ce serait même catastrophique de ne pas finir quatrième, notamment au niveau des finances. Mais il y a quand même de l'espoir et ce premier match de saison a donné des belles choses. C'est encourageant. Voilà, bon, on va finir là-dessus sur cette note positive. On se retrouvera donc pour Crotone, parce qu'on va pas faire le tour préliminaire, là ça m'intéresse pas. Donc rendez-vous dimanche prochain. Je crois que le match est à 18h, donc on fera sûrement l'émission dans la foulée. Bonne semaine à vous, salut! Ciao.